Monsieur le Président, cher chancelier, chers collègues, je vais devoir parler la langue de Molière, mais c'est tout à fait logique pour parler du principe de subsidiarité. Vous rappelez que dans Molière, le bourgeois gentilhomme faisait de la prose sans le savoir, et je montrerai tout à l'heure que beaucoup de sociétés qui nous ont précédés ont appliqué le principe de subsidiarité sans le savoir. Mais il me faut quand même, dans un premier point, rappeler la longue gestation intellectuelle du principe de subsidiarité, avant, dans un deuxième point, de préciser que même si sa naissance intellectuelle est au XXe siècle, sa pratique est bien antérieure. Dans un troisième point, j'insisterai sur la naissance de l'État-nation qui est apparu comme une nécessité, un État-nation qui est au risque, et ce sera mon quatrième point, de ne pas respecter le principe de subsidiarité, y compris dans des États qui se considèrent démocratiques. Et donc je conclurai dans un cinquième point sur la nécessité d'appliquer le principe de subsidiarité. Premier élément, donc, cette longue gestation intellectuelle du principe de subsidiarité. Ses racines sont effectivement anciennes, puisque tout au long de l'histoire, nous avons de grands auteurs qui s'interrogent sur la façon d'organiser les relations entre les personnes, leur communauté et les autorités publiques. Déjà, Aristote s'interroge sur ce que l'on appelle aujourd'hui la gouvernance, considère que la cellule de base est la famille, qu'au-dessus se trouve le village et au-dessus encore du village, la cité. Mais en même temps, il affirme que le village doit s'abstenir d'intervenir sur les questions pour lesquelles la famille est compétente. De même, la cité doit s'abstenir d'intervenir sur les questions qui peuvent être résolues à l'échelon du village. Donc Aristote définit ce que j'appellerais un principe de non-ingérence des échelons supérieurs lorsque ce n'est pas justifié. Au Moyen-Âge, saint Thomas d'Aquin s'interroge davantage sur le fondement théologique de la relation entre l'État et les individus. Selon lui, donc, l'individu est un être social qui partage avec les autres individus un certain nombre de préoccupations communes qui correspondent donc au bien commun, qui n'est pas la somme des intérêts des individus. Or, il considère que l'individu ne doit pas être traité comme un sujet, mais qu'il doit être considéré comme un acteur contribuant à la recherche du bien commun. Et donc, il reprend la formule latine « Quod odmest tangit ab omnibus tractori et approbari debet », ce qui concerne tout le monde doit être discuté et approuvé par tout le monde. Donc l'individu ne doit pas se délester des décisions nécessitant d'être prises à un échelon supérieur, mais participer à l'élaboration de cette décision. Je citerai ensuite Althusius, qui fait partie aussi de ces auteurs qui fécondent l'énoncé du principe de subsidiarité. Althusius qui a été cité par notre collègue Roland Minera d'ailleurs ce matin. Et Althusius précise bien que l'individu fait partie d'un certain nombre de communautés, la famille, les guildes, c'est-à-dire les communes, les villes, les provinces et enfin l'État, et il subodore le futur concept d'un État subsidiaire. De la même façon, l'anglais John Locke évoque la nécessité d'un contrat social entre l'État et les individus, puis au XIXe siècle, nous avons donc John Stuart Mill qui insiste sur le fait que seule une petite partie des affaires publiques peut être traitée de manière satisfaisante et en toute sécurité par les autorités centrales. Toujours au cours de ce XIXe siècle, il faut bien sûr citer Alexis de Tocqueville,
qui pourfend la centralisation et insiste sur la nécessité de l'économie locale. Donc ces auteurs participent à féconder le principe de subsidiarité, mais celui-ci va clairement être défini par l'Église catholique. On le voit déjà en filigrane dans l'encyclique Rerum Novarum, mais c'est surtout, bien sûr, l'encyclique Quadragesimo Amo du pape Pie IX du 15 mai 1931 qui apporte au concept de subsidiarité toute sa force. Je me permets de vous relire le paragraphe 88 de cette encyclique parce qu'il est essentiel, j'ouvre les guillemets, que l'autorité publique abandonne donc au groupement de rang inférieur le soin des affaires de moindre importance où se disperserait à l'excès son effort. Que les gouvernements soient bien persuadés, plus parfaitement sera réalisé l'ordre hiérarchique des divers groupements selon ce principe de la fonction supplétive de toute collectivité, plus grandes seront l'autorité et la puissance sociale, plus heureux et plus prospère l'état des affaires publiques. Donc le sens de l'encyclique est très clair. L'État doit se limiter, se cantonner à un rôle subsidiaire. L'État est un auxiliaire, une aide, un recours lorsque les problèmes n'ont pu être résolus par les groupements de rang inférieur. La véritable signification donc, du principe de subsidiarité, c'est d'abord que chaque personne doit assumer ses propres responsabilités et régler ce qu'il ne peut pas résoudre lui-même dans le cadre de ses communautés les plus proches, la famille, l'association, la commune. Donc, bien qu'il ait fallu attendre 1931 pour bénéficier d'une claire définition du principe de subsidiarité, je tiens quand même à préciser, j'en arrive à mon deuxième point, que ce principe s'est trouvé fort appliqué au fil du temps, et donc j'évoquerai quelques éléments des pratiques séculaires, pluriséculaires, du principe de subsidiarité. L'histoire de l'humanité a toujours été composée de communautés locales, et au fil de l'histoire, il y a toujours eu des communautés locales qui ont réalisé qu'elles ne pouvaient pas résoudre elles-mêmes la totalité des problèmes qui se posaient, notamment des problèmes de sécurité. Alors certaines n'ont pas hésité à se placer sous l'autorité de seigneurs pour assurer leur sécurité, et là nous sommes dans toute l'histoire de la féodalité. Dans d'autres cas, des communautés ont organisé un échelon de rang supérieur pour mieux assurer leur sécurité. C'est par exemple le cas des trois cantons des Alpes centrales, Uri, Schwyz et Underwald, qui signent en 1291 une alliance perpétuelle pour créer un échelon supérieur dont ils ont besoin. Autre exemple d'avancée dans la subsidiarité, et là nous sommes en Angleterre, la fameuse Magna Carta de 1215 qui précise bien que le roi n'a pas un pouvoir absolu et que sa gouvernance doit tenir compte de ce qui ne s'appelle pas encore le principe de subsidiarité. Et tout le Moyen-Âge, tout particulièrement en Europe, voit se mettre en place de façon très étendue le principe de subsidiarité à travers, d'une part, le droit de commune, c'est-à-dire le fait que les communes obtiennent des chartes communales qui leur donnent une autonomie, et à travers la création des universités, puisqu'il ne faut pas oublier que les universités, même lorsqu'elles ont été créées par des pouvoirs supérieurs, bénéficient d'une autonomie, ce pouvoir supérieur ne souhaitant pas les commander. Mais peut-être le plus bel exemple qui illustre la subsidiarité est celui de la Ligue hanséatique créée en 1241, dans la mesure où cette Ligue illustre les deux aspects de la subsidiarité, c'est-à-dire la logique descendante du haut vers le bas et la logique ascendante du bas vers le haut. En effet, lorsque Hambourg et Lübeck décident la création de la Ligue hanséatique, il y a deux éléments qu'il s'agit de promouvoir. Premièrement, défendre les libertés acquises auprès des suzerains,
Or, ces libertés peuvent être remises en cause à la mort d'un suzerain. Et deuxièmement, organiser un groupement de rang supérieur qui permettra de faciliter le commerce en Baltique et notamment dans la lutte contre les pirates. Vous savez d'ailleurs que le succès de la Ligue a été tel que de nombreuses villes y ont adhéré. Donc ces pratiques de subsidiarité sont pluriséculaires, mais bien entendu, elles vont évoluer en raison de l'organisation des sociétés qui va se traduire par la création des États-nations, et donc j'en arrive à mon troisième point. Pour le commencer, je rappellerai Fernand Braudel qui parlait de l'État inachevé à propos donc des organisations de rang supérieur qui n'étaient pas à même d'assurer ce que nous appellerons aujourd'hui leurs tâches régaliennes. Alors ces États-nations, eh bien, nous en avons eu bien sûr la création, parfois par le haut, parfois par le bas. Par le haut, lorsque des pouvoirs ont voulu s'exercer sur des territoires plus vastes et donc ont mené des guerres pour assurer une souveraineté sur des espaces élargis. Mais il faut insister aussi sur le fait qu'un certain nombre de territoires ont souhaité avoir une autorité de rang supérieur pour satisfaire des besoins qu'ils ne pouvaient pas satisfaire eux-mêmes. Trois exemples. Le cas de Genève, qui décide, la République de Genève, qui décide donc au XIXe siècle de rejoindre la Confédération suisse parce qu'elle se rend compte qu'elle est trop faible pour assurer elle-même sa sécurité. Le cas, bien sûr, des États d'Amérique qui rejoignent la Confédération, qui au début, comme vous le rappelez, n'était composée que de 13 États et qui en est à 50 aujourd'hui. Et plus récemment, le cas des Émirats arabes unis, où là aussi on a des petits Émirats qui considèrent qu'ils ont besoin d'une autorité supérieure, mais bien entendu que l'échelon inférieur conserve une participation dans les décisions prises par la pratique de la démocratie représentative ou du système fédératif. Donc c'est ainsi que sont nés un certain nombre d'États-nations et ces États peuvent évoluer selon deux possibilités, c'est-à-dire soit faire en sorte de respecter le principe de subsidiarité, soit au contraire s'en détourner. Les exemples d'États qui souhaitent appliquer le principe de subsidiarité sont mis en évidence par la Confédération suisse dont on lit la Constitution qui précise bien que les cantons sont souverains et que leur souveraineté ne peut être limitée que par ce qui est de la responsabilité de la Constitution fédérale. De même, en Allemagne, la loi fondamentale de 1949, qui est équivalent d'une constitution précise, j'ouvre les guillemets, l'exercice des pouvoirs étatiques et l'accomplissement des missions de l'État relèvent des Länder, à moins que la présente loi fondamentale n'en dispose autrement ou n'autorise une règle différente. J'insiste sur le fait que ce poids des Länder en Allemagne est tout à fait important dans la mesure où le Bundesrat, donc la seconde chambre du Parlement, représente les gouvernements des Länder et non pas, je dirais, les étiquettes politiques des populations. Et l'Union européenne, avant même que le principe de subsidiarité soit écrit dans les traités, a un exemple extrêmement intéressant d'application de ce principe en 1978. J'avais rencontré, quelques années après, le président de la commission de cette époque, l'anglais Lord Jenkins, et un beau jour, donc, ses collaborateurs voulaient lui faire signer une directive pour que dans toutes les communes de l'Union européenne, les tondeuses à gazon soient interdites toutes le même jour. Eh bien, Lord Jenkins a refusé de signer cette directive en disant qu'elle témoignait d'une omnipotence administrative nullement justifiée, et donc il appliqua, sans utiliser le mot, le principe de subsidiarité. Néanmoins, le risque des États-nations
et de s'éloigner de l'application du principe de subsidiarité parce que l'État est en position de supériorité. Comme l'a dit donc le grand juriste Carré de Malberg, l'État est une communauté d'hommes fixée sur un territoire propre et possédant une organisation, d'où résulte pour le groupe envisagé dans ses rapports avec ses membres une puissance supérieure d'action, de commandement et de coercition. Donc le risque dans l'État, c'est toujours qu'il ait tendance à vouloir consacrer un nombre accru de décisions, d'autant qu'il bénéficie d'une souveraineté dont la géographie est précisée, puisque nous sommes dans des logiques de souveraineté territoriale. Il en résulte que nombre d'États développent une centralisation administrative, que nombre d'États considèrent qu'ils doivent organiser des liens de type vertical entre les habitants du territoire et l'État lui-même. Et le risque que l'État privilégie l'esprit de domination est réel, ce que conduit par exemple à l'analyse suivante: l'État est devenu le pouvoir sur les pouvoirs, c'est le pouvoir qui est au-dessus, en surplan des autres pouvoirs, qui est dans une position d'extériorité, de supériorité par rapport à la société, qui la domine, qui est fondée sur l'idée de puissance inconditionnelle. Donc nous voyons bien que ce risque de prééminence de l'État peut engendrer des dérives conduisant à des conflits internes ou externes défavorables au bien commun, surtout lorsque les dirigeants de l'État considèrent que la loyauté à l'État doit être exclusive de toute autre loyauté avec tout groupement inférieur, l'État considérant qu'une éventuelle loyauté avec un groupement inférieur le menace dans son existence et qu'il y a toujours le risque d'être dominé par d'autres puissances qui le poussent à préférer l'unité à l'union. D'où les dérives nationalistes que le monde a connues ou connaît, parfois fondées sur la valorisation de mythes, qu'il s'agisse du mythe de la nation-race, qu'il s'agisse parfois de nationalisme religieux. Nous voyons donc que même dans les États dits démocratiques, le risque de piétinement du principe de subsidiarité est élevé. Pourtant, la plupart des habitants des États démocratiques ne contestent pas à l'État les tâches qu'il a assumées en matière régalienne, donc en matière de sécurité, de justice, de sécurité intérieure et de défense du territoire. Mais il faut bien constater que parallèlement, les États ont tendance à étendre leur champ d'autorité et heureusement, il existe un certain nombre de constitutions qui permettent à des groupements de niveau inférieur d'essayer d'empêcher l'État d'abuser de son pouvoir. Donc on voit par exemple en ce moment aux États-Unis des procédures judiciaires engagées par des villes ou par des États de l'Union contre des décisions fédérales, c'est-à-dire des décisions centrales, ces villes ou ces États considérant que l'État abuse de ses pouvoirs. Nous voyons aussi dans un certain nombre de pays des échelons inférieurs qui essaient d'obtenir par le Conseil constitutionnel le renoncement à certaines décisions de l'État. Malheureusement, même dans les États démocratiques, et malgré ce que je viens de dire, eh bien, ne pas respecter la subsidiarité est quand même quelque chose d'assez courant. Cela peut prendre des formes différentes. L'État peut décider des lois et des réglementations qui limitent, voire étouffent les libertés des échelons intermédiaires. Par exemple, diminuer la libre administration des collectivités territoriales. Je ne citerai pas l'exemple français parce que je pourrais vous en parler trop longtemps. Et puis, bien sûr, une autre façon de ne pas se conformer au principe de subsidiarité, c'est de pénaliser un groupement d'ordre inférieur par un environnement limitant ses possibilités de choix et rendant sa vie difficile.
C'est particulièrement le cas dans la plupart des États démocratiques aujourd'hui, où nous avons tout un ensemble de décisions réglementaires, financières, fiscales, qui multiplient les difficultés des familles et donc qui restreignent la liberté des familles à accueillir la vie et l'éducation. Et donc, nous voyons que dans tous les exemples que je viens de citer, nous sommes dans une situation où le principe de subsidiarité est bafoué. Pour surmonter cet écueil, certains considèrent, et j'en arrive à mon dernier point, qu'il suffirait de remplacer les États par un monde qui serait cosmopolite, où tous les individus seraient simplement considérés dans leur identité de citoyens du monde. Donc en supprimant les États, on supprimerait le risque que des États abusent de leur pouvoir et nuisent au principe de subsidiarité. Mais l'analyse des grands auteurs montre qu'il est impossible d'être citoyen du monde si l'on est citoyen de nulle part. Il est impossible d'être citoyen du monde si on renie ses origines et ses appartenances. D'ailleurs, il est à noter qu'au sein de l'Union européenne, pour être citoyen de l'Union européenne, il faut être citoyen d'un des pays membres de l'Union européenne. Donc il faut avoir une racine dans un des territoires de l'Union européenne. Et cette idée de cosmopolitisme serait l'idée selon laquelle on pourrait enfermer l'identité des individus dans une seule variable qui serait le fait qu'il serait simplement un citoyen du monde, alors que notre analyse est tout à fait contraire. Toute identité authentique et plurielle, et nous le savons bien lorsque nous allons visiter des asiles psychiatriques, ce sont en général des personnes qui ne parviennent pas à accepter la complexité de leur identité. Et donc il est absolument essentiel de comprendre que l'être humain a toute sa valeur par justement cette pluralité des identités, identité locale, identité régionale, identité nationale, identité de citoyen du monde, identité familiale, identité associative dont il bénéficie. En conséquence, l'existence d'un échelon correspondant à l'État n'est pas à balayer, même s'il est évidemment souhaitable que l'État se fonde sur des règles de droit, et à cet égard, il faut rappeler d'abord l'enseignement de saint Augustin, j'ouvre les guillemets, enlève le droit, et alors qu'est-ce qui distingue l'État d'une grosse bande de brigands? Et puis, bien sûr, nous avons un très beau texte sur à la fois l'importance de l'existence de l'État et quelles doivent être les limites du pouvoir de l'État, qui a été rédigé donc par Benoît XVI, et du moins en France, qui a été publié en 2018. J'ouvre les guillemets pour citer Benoît XVI. Le devoir de l'État, c'est de maintenir l'ordre dans la communauté humaine, de créer un équilibre tel entre les biens et la liberté que chacun puisse mener une vie digne de son humanité. L'État garantit le droit comme condition de la liberté et du bien-être commun. Cependant, il n'est pas du rôle de l'État de réaliser le bonheur de l'humanité. Il n'est pas non plus chargé de créer des hommes nouveaux. Il n'est pas davantage de son rôle de transformer le monde en paradis, et il en est du reste incapable. S'il s'y essaie malgré tout, il se pose comme absolu et dépasse ses limites. Donc nous avons là une définition très claire sur ce que doit être le rôle de l'État et sur les limites du rôle de l'État. Donc l'État-nation reste un espace de démocratie et de solidarité. Il prend des formes variées, bien sûr, dans l'espace et dans le temps, mais il continuera très certainement, compte tenu du rôle qu'il a assumé, d'être une réalité tangible sur la vie des hommes. Et nous voyons bien d'ailleurs
que dans les États qui n'assument pas leurs responsabilités régaliennes, eh bien, les difficultés, les tensions sociales et le manque de concorde sociale est très important. Je ne citerai pas les conflits civils qui se déroulent en ce moment sur la planète. En plus, il est vrai que les États ont créé des organisations qui sont susceptibles de concourir à la paix. Et je voudrais citer, parce que c'est une cour internationale qui est rarement évoquée, la Cour internationale de justice qui siège à La Haye, qui permet souvent d'aider au règlement de questions frontalières. J'aurais pu aussi citer à cet égard le travail qui avait été fait par le Saint-Siège pour trouver des accords sur les problèmes frontaliers entre le Chili et l'Argentine. Compte tenu donc des moyens de souveraineté dont ils disposent, le risque que les dirigeants d'un État développent au nom du principe d'unité un nationalisme d'affirmation pouvant conduire à des conflits internes et externes existe. Ce risque, il a notamment été bien défini par Lord Acton dans la phrase suivante, j'ouvre les guillemets, « Tout pouvoir tend à corrompre, un pouvoir absolu corrompt absolument ». Il n'y a qu'une solution donc pour écarter ce risque que je viens de résumer grâce à Lord Acton, c'est la mise en œuvre du principe de subsidiarité, selon lequel l'État ne doit intervenir que lorsque les effets bénéfiques de son action sont clairement supérieurs à ceux de mesures prises au niveau des corps intermédiaires ou au niveau local ou régional. Je conclurai donc en rappelant que la démocratie se construit par le bas. J'insisterai sur tous les enseignements d'Alexis de Tocqueville sur l'importance de la commune, mais vous pouvez bien sûr, dans le texte dont je vais lire un passage, remplacer le mot commune par paroisse, par exemple. C'est dans la commune, donc, dit Alexis de Tocqueville, que réside la force des peuples libres. Des passions passagères, des intérêts d'un moment, le hasard des circonstances peuvent lui donner les formes extérieures de l'indépendance, mais le despotisme refoulé dans l'intérieur du corps social reparaît tôt ou tard à la surface s'il n'y a pas une vie communale dans les territoires de nos démocraties. Et nous voyons bien quel est ce risque que nous constatons aujourd'hui dans un certain nombre de pays démocratiques. Et donc, il en résulte que la conclusion de mon propos, c'est d'insister sur le fait que le respect par les États du principe de subsidiarité est un impératif pour l'avenir de la démocratie. Merci.